Mes chers amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, deux points préliminaires qui me sont agréables à formuler. D'abord, mes vœux les plus chaleureux pour ceux que je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer et leur présenter directement mes vœux au nom de moi-même et au nom d'Eden. Ensuite, remercier chaleureusement Serge Lepelletier d'être avec nous aujourd'hui pour échanger sur des sujets qui sont au cœur de nos préoccupations, à la fois comme citoyen, à la fois comme association, à la fois comme industriel, etc. Bien. Alors, je n'ai pas hésité entre Monsieur le ministre et Monsieur l'ambassadeur. Je vais commencer par Monsieur l'ambassadeur, puisque ma première question portera évidemment sur le changement climatique et la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. En septembre 2013, le GIEC a publié le premier tome de son 5e rapport sur le climat. C'est assez impressionnant. D'abord parce que, par rapport au rapport précédent, je dirais que les intervalles de confiance se resserrent, on a de plus en plus de quasi-certitudes sur beaucoup de points. L'élévation de la température, l'élévation de la teneur en CO2 de l'atmosphère, l'élévation du niveau des mers, et peut-être ce qui m'a le plus frappé, sur l'effet auto-accélérateur du processus du changement climatique, les puits de carbone étant affectés par l'élévation de température sur le globe. Donc, deuxième sujet qui est impressionnant, c'est qu'à l'unanimité des délégations à Stockholm, le résumé pour les décideurs de ce premier volume du 5e rapport du GIEC a été approuvé, donc à l'unanimité. Alors, au regard de cette unanimité sur les thèmes scientifiques, évidemment, le citoyen s'interroge. Est-ce que l'on peut transcrire les risques attachés à ces évolutions climatiques en orientation précise sur les efforts à faire en matière d'émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que l'on peut espérer que ceux qui ne sont pas encore assis à la table des négociations vont s'y asseoir? Que peut-on attendre de la 21e conférence sur le changement climatique qui aura lieu en 2015 à Paris, conférence sur laquelle je sais que vous avez beaucoup travaillé? Voilà les premières questions sur lesquelles nous sommes avides de vous entendre. Ce que dit le GIEC aujourd'hui, et le GIEC, tous les rapports du GIEC précédents que moi j'avais beaucoup étudiés, parce que j'ai commencé à analyser les choses il y a plus d'une quinzaine d'années, le GIEC en fait travaille sur une fourchette, c'est-à-dire entre un mini et un maxi qui peut se passer. Donc, tous les rapports du GIEC ont été réalisés au maxi. Au maxi de ce qu'il annonçait, il s'est passé toujours le maxi jusqu'à maintenant qu'il annonçait. Et aujourd'hui, le dernier rapport du GIEC, donc par rapport, je parle à la période pré-industrielle, prévoit d'ici fin 2100, je précise bien, de 4 à 6 degrés Celsius d'augmentation. Ça veut dire que le 21e siècle va être quelque chose d'invraisemblable, puisque entre une période froide et une période chaude, ce qu'il faut bien voir, je vous disais les fameux 4 degrés Celsius ou plus quand il y a une accentuation, parce qu'il y a des périodes, petite période de réchauffement 8000 ans, grande période de réchauffement 100 000 ans. Or aujourd'hui, ça se passe en 2 siècles. Rien. Ce n'est pas la question de la température qu'on va atteindre, parce qu'en 2050, nous aurons atteint les 2 degrés Celsius. J'en suis absolument convaincu. Évidemment, la planète a déjà connu ce niveau de température, mais l'homme n'était pas dessous. L'homme n'était pas, nous n'existions pas sur la planète à ce moment-là. Et surtout, c'est le temps court qui pose problème à la nature, puisque la nature n'a pas le temps de s'adapter. Alors qu'évidemment, sur 100 000 ans, elle a largement le temps de s'adapter. Complètement confirmé par le GIEC, c'est-à-dire plus de 2000 chercheurs dans le monde et qui voient les choses de façon très, très objective. Alors, quelle action et quel outil il faut agir? Moi, je voudrais rappeler simplement le rapport Stern, qui est vraiment le rapport de base. C'est un Britannique qui a fait un rapport international sur ces sujets-là. Il faut dire que le rapport Stern est très très crédible par rapport à toutes les études qui ont été faites. Si on ne fait rien, c'est une baisse de la consommation dans le monde de minimum 5%, voire jusqu'à 20%. C'est-à-dire que c'est une baisse de la consommation du PNB
de 5 à 20% dans le monde en moyenne. C'est-à-dire que la crise que nous connaissons aujourd'hui est une toute petite chose. Ça n'a strictement rien à voir avec ce qui se passerait dans les 30 à 40 ans qui viennent. Et puis, donc, coût de l'inaction, 5 à 20% de la consommation mondiale, par les conséquences que ça va avoir, par les désastres. Il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui. On sait très bien que les sociétés, non seulement d'assurance, mais de réassurance, se posent des questions majeures. Et le coût de l'action, par contre, pour arriver à limiter la température en matière, évidemment, d'abord énergétique, il faut investir à peu près 1% du PNB pour arriver à avoir des résultats pour la transition énergétique, pour la question de la moindre consommation d'énergie, etc. C'est 1%. Donc coût de l'action 1%, coût de l'inaction de 5 à 20%. Donc les deux secteurs fondamentaux, il faut mener une vraie politique, c'est le bâtiment, d'une part, et les transports. Alors, sur le bâtiment, vous le savez, le Grenelle de l'environnement a beaucoup apporté. C'est évidemment là qu'on peut avoir ce débat sur les fameuses normes et l'application des normes depuis le 1er janvier 2013, les normes EBC, bâtiments basse consommation. Parce qu'en fait, les outils, ils sont de deux ordres. Vous avez d'abord les normes, qui sont des normes obligatoires à appliquer, alors dans certains secteurs nécessaires. Et vous avez une deuxième catégorie d'outils, qui sont les outils flexibles, qui sont d'une part les quotas, donc les quotas d'émissions, avec un marché de carbone, donc dans les secteurs concurrentiels, et puis autre outil flexible, les taxes carbone sur les secteurs qui sont protégés. On ne peut pas mettre une taxe sur un secteur qui serait concurrentiel avec un autre pays, parce que si on met une taxe nous et que les autres pays ne le mettent pas, évidemment on pénalise ce secteur. Les normes peuvent être extrêmement coûteuses, parce qu'une norme, elle s'applique quelle que soit la situation. Alors que l'outil flexible, on va avoir la réduction des émissions là où ça coûte le moins cher. Parce que là où ça coûtera très cher, une entreprise va préférer acheter du quota plutôt que d'investir à attendre la tonne qui coûterait très cher. Donc pour l'économie, c'est c'est évidemment le marché carbone qui est le plus intéressant, mais il est en train de quasi mourir aujourd'hui, parce que le prix du carbone aujourd'hui est tellement bas que ça ne sert plus à rien.